Pedro Sánchez est devenu ces derniers mois l'homme qui dit non. No a la guerra. Non à la guerre à Gaza, non à la guerre en Iran. Le Premier ministre espagnol est l'un des rares dirigeants à s'opposer ouvertement à Benjamin Netanyahou et à Donald Trump. Pedro Sánchez a demandé aujourd'hui à l'Union européenne de rompre un accord commercial avec Israël. Le mois dernier, il avait déjà interdit aux États-Unis le survol de son espace aérien et l'utilisation de 2 bases militaires hispano-américaines de l'OTAN en Andalousie, provoquant la colère de Donald Trump. Spain actually said that we can't use their bases. They were unfriendly. They have great people, but they don't have great leadership. Pas de quoi arrêter le Premier ministre socialiste espagnol. Le week-end dernier à Barcelone, il a pris la tête d'une sorte de front anti-Trump lors d'un sommet pour la défense de la démocratie suivi d'un rassemblement progressiste. La honte va changer de camp. Nous allons tordre le bras à ceux qui se pensent actuellement intouchables. Les milliardaires qui exploitent les gens et dont la cupidité est sans limite. Mais la stature internationale de Pedro Sánchez contraste avec ses difficultés sur le plan intérieur. Des succès économiques en demi-teinte, un recul des socialistes face à la droite et l'extrême droite aux dernières élections régionales, ainsi que des accusations de corruption à l'encontre de proches du Premier ministre, notamment son épouse. L'an dernier, l'opposition conservatrice avait mobilisé des dizaines de milliers de personnes contre lui. Cet homme est corrompu. C'est un menteur, un squatteur. Alors, après 8 ans au pouvoir, Pedro Sánchez est-il fragilisé ou sort-il renforcé de son bras de fer avec le président américain? Est-il devenu le meilleur rempart contre Donald Trump? Bienvenue à tous les trois, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Juan José Dorado. Bonsoir Juan José, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment avec le groupe de presse, La Región. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Selon vous, Juan José Dorado, Pedro Sánchez est l'opposant à Donald Trump le plus en vue en Europe, en tout cas sur le plan médiatique, dites-vous. Mais d'autres dirigeants européens s'opposent plus discrètement et parfois avec davantage d'efficacité. On y reviendra. À vos côtés, Mathieu Petithomme, bonsoir. Bienvenue à vous. Politologue à l'Université de Franche-Comté, spécialiste de l'Espagne. Vous êtes l'auteur de Ville rebelle, municipalisme et pouvoir local en Espagne, paru aux éditions Le Croquant. Et selon vous, Pedro Sánchez surfe sur l'impopularité de la guerre au sein de la société espagnole, mais il y a aujourd'hui, dites-vous, une usure du pouvoir. Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Il y a un désir d'alternance en Espagne, comme on a pu le voir lors des derniers scrutins régionaux. Et à vos côtés, Pascale Johannin, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman, spécialiste des questions européennes. Selon vous, dans une scène internationale bousculée, Pedro Sánchez, dites-vous, tente de trouver une place de leader de la gauche progressiste face au mouvement de la droite radicale. Et il y a en effet une place vacante à prendre. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Valérie, vous avez une déclaration qui est la déclaration du jour. Oui, absolument, Renaud. Un gouvernement qui viole le droit international ne peut être un partenaire de l'Union européenne. Ce sont les mots de Pedro Sánchez pour décrire Israël. C'était dimanche à Madrid lors d'un discours consacré à la position de l'Espagne sur le conflit israélo-palestinien. Le chef du gouvernement espagnol a dénoncé l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et il a officiellement demandé aujourd'hui même à la Commission européenne et aux États membres d'examiner la suppression de cet accord. Mais l'Allemagne a d'ores et déjà confirmé son refus de sortir de cette association. Et en Espagne, Juan José Dorado, comment cette demande elle est perçue au sein même du pays ? La société, de façon générale, c'est assez transversal, est plutôt d'accord avec le positionnement de Pedro Sánchez. Mais ce n'est pas du tout la première fois qu'il demande ça, puisque déjà en 2024, il avait demandé effectivement qu'on étudie de près cet accord avec Israël. Aujourd'hui, Pedro Sánchez a de la suite dans les idées. Je vous rappelle tout simplement le boycott autour d'Espagne. Il y avait une équipe israélienne. Le fait que l'Espagne n'aille pas en Eurovision, par exemple, au festival, parce qu'il y a Israël qui est représenté. Et donc la société espagnole, de toute façon, comme je vous dis, même à droite, elle est plutôt d'accord avec Pedro Sánchez dans une majorité, je ne dirais pas dans une immense majorité, on n'est pas à 60-40, mais c'est vrai que la société espagnole, sur ce positionnement
pour la Palestine et pas contre Israël, parce qu'on fait la différence en Espagne. Ce n'est pas parce qu'on est contre le gouvernement israélien que l'Espagne est contre Israël ou contre le peuple israélien, mais je vous rappelle de toute façon qu'effectivement, Israël n'a plus d'ambassadeur du côté de Madrid, puisqu'il est rentré à Tel Aviv depuis plusieurs mois. Pour la Palestine et pas contre Israël, dites-vous, Babsi, Mathieu Petithomme, du côté israélien, le gouvernement a parfois dénoncé l'hypocrisie de Pedro Sanchez et de son gouvernement et l'a accusé de façon plus ou moins explicite quand même de faire preuve d'antisémitisme et pas simplement de défense de la cause palestinienne. Non, ça illustre la dégradation des relations. Oui, ça bien sûr, mais je pense que ça c'est tout à fait inexact. Ce que fait Pedro Sanchez, c'est juste prendre une position, c'est un petit peu le sujet de notre jour, qui remet un peu le progressisme au cœur du débat. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'en Espagne, il y a eu notamment en 2003, la guerre en Irak et à l'époque le Premier ministre José María Aznar s'était associé avec les États-Unis, avec Tony Blair pour cette guerre et il y avait eu un soulèvement populaire très fort, une opposition très forte de l'opinion publique. Et aujourd'hui en fait on retrouve un petit peu ça et Pedro Sanchez est sur cette même ligne et il essaye de l'incarner. D'autant plus qu'il y a en fait il y a pas vraiment d'autres leaders européens qui prennent cette position aujourd'hui. Justement, Mathieu Petithomme, vous remontez dans l'histoire, on va le faire ensemble un instant, puisqu'en Espagne, l'hostilité à la politique étrangère des États-Unis, justement qualifiée d'impérialiste par ceux qui s'y opposent, c'est une vieille tradition, vous avez raison de le rappeler, et c'est ce qu'illustre justement notre archive du jour, qui nous fait remonter 23 ans en arrière, à l'époque de ces grandes manifestations contre la guerre en Irak. Dans les rues de Barcelone, le message est on ne peut plus clair. Les Espagnols ne veulent pas d'une guerre en Irak, 9 sur 10 y sont opposés. Chaque jour, les banderoles de protestation sont de plus en plus nombreuses. Et les Espagnols, de plus en plus inquiets face au soutien indéfectible de leur gouvernement aux États-Unis. Nous ne trouvons aucune justification à cette guerre, ni pour la sécurité mondiale, ni en termes de bénéfices économiques. Le gouvernement dit défendre nos intérêts, mais c'est seulement une histoire de pétrole. Le 15 février dernier, 4 millions d'Espagnols ont manifesté leur mécontentement. Mais le Premier ministre Aznar reste sourd. Alors les appels à la résistance se multiplient. Alors aujourd'hui, Pascal Joannin, est-ce que Pedro Sanchez s'inscrit lui aussi dans cette tradition anti-guerre de l'Espagne ou est-ce que vous y voyez plutôt de l'opportunisme ? Les deux. La tradition anti-guerre de l'Espagne, elle est due à l'histoire de l'Espagne. Hein. Je rappelle qu'ils sont membres de l'Union et de l'OTAN depuis 40 ans seulement. Hein. Donc après, en effet, le franquisme et le retour à la démocratie. Et qu'en effet, en 2003, Aznar avait choisi, avec d'autres dirigeants européens, de soutenir les États-Unis, mais la France et l'Allemagne à l'époque, et on se souvient des relations que ça avait données sur les French fries, etc., et c'était mis dans le camp contraire. Aujourd'hui, Pedro Sanchez, quand on parle de progressisme, c'est le seul, au sein de l'Union européenne, c'est le seul. Il n'y a plus de dirigeants socialistes à la tête d'un pays européen. Parce que les électeurs, pour des raisons diverses, ont mis les partis de gauche en situation de minorité. Vous avez le Maltais, vous avez la première ministre danoise qui est social-démocrate, et puis vous avez la Lituanie. C'est tout. Donc, en effet, il y a en effet une majorité de chefs d'État et de gouvernement qui sont plutôt à droite ou plutôt au centre-droit. Vous avez quelques exceptions de conservateurs, Giorgia Meloni ou le Belge, Bart de Wever. Bon, Orban est parti, il va y arriver, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il est tout seul. Donc, il a un créneau où il est tout seul. Et donc, dans les dirigeants européens qui étaient à Barcelone, il n'y en avait pas tant que ça, puisqu'il y avait plus de dirigeants sud-américains. Donc, c'est plutôt le leader d'un mouvement, j'allais dire, de retour de ce qu'était l'Empire espagnol avec l'Amérique du Sud plutôt qu'une influence espagnole au sein de l'Union européenne. Fanny. Juan José Dorado, est-ce qu'en prenant ce positionnement anti-Trump, Pedro Sanchez prend un risque pour l'Espagne ? Est-ce que ce positionnement a un quelconque impact et effet sur Donald Trump ? Alors, prend-il un risque pour l'Espagne ? Certainement, parce que vous allez à l'encontre de la première puissance mondiale. On voit quelles sont les menaces de Trump pour l'Espagne, même si elles sont limitées dans la façon de faire des Donald Trump. Donc le risque existe. La preuve, c'est que dans un certain nombre de réunions, on ne veut pas de l'Espagne. Notamment dans le conflit avec Israël, on ne veut pas de l'Espagne. Le conflit Israël, Iran, États-Unis, l'Espagne, il y a un veto
pour l'Espagne ne peut pas être présente. Donc le risque existe, peut-être existera économiquement un peu plus tard, on verra. Mais au niveau international, est-ce qu'il a un poids diplomatique sur la scène internationale? Est-ce que les prises de position de Pedro Sanchez contre Donald Trump peuvent avoir un effet quelconque? Pour l'instant, on ne le voit pas bien. Est-ce que Donald Trump tient compte des prises de position de Pedro Sanchez? Certainement pas aujourd'hui, parce qu'effectivement, il est le leader peut-être de ce mouvement anti-Trump, mais le poids de l'Espagne au Proche-Orient, Moyen-Orient est pratiquement nul. La France a plus de poids que l'Espagne. Le seul poids de l'Espagne, c'est peut-être auprès des Latino-Américains, mais on voit aujourd'hui que la plupart des pays latino-américains vont vers la droite et pas vers la gauche, puisqu'il n'y avait effectivement que 3 leaders, 3 chefs de gouvernement latino-américains qui étaient de gauche à cette réunion de Barcelone. Ça plaît à son électorat, ses positions, mais ça ne change rien de l'international. Moi, je dirais qu'il y a 2 facteurs. Il y a un facteur interne et international. Le facteur interne, il ne faut pas oublier qu'en Espagne, comme aussi en France, il y a l'existence d'une gauche radicale aussi. Et cette gauche radicale, elle a été très forte dans les années 2015. Pablo Iglesias, avec Podemos, avait fait quasiment jusqu'à 20% des suffrages il y a 10 ans. Et en fait, il a aspiré tout cet électorat. Donc il y a aussi le fait qu'il s'est réaffirmé comme un leader d'une gauche, mais d'une gauche, centre-gauche, mais qui aussi gouverne avec la gauche radicale, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a cette configuration-là. Et puis au niveau international, là où ça a un impact, c'est qu'il se place comme un leader mondial de l'international socialiste. C'est ça qu'il faut voir. Parce que comme ça a été dit, c'est qu'au niveau européen, il est l'un des rares sociodémocrates aujourd'hui survivants à défendre le socialisme et des valeurs de gauche, le pacifisme, etc. Mais aussi au niveau international. Regardez, si vous prenez sur l'ensemble des continents, en Asie, en Asie, en Afrique, dans les années 70-80, il y avait un mouvement panafricain de gauche, etc. Aujourd'hui, on le voit assez peu. Et donc, où est la gauche mondiale? La gauche mondiale, elle est en Europe, mais très affaiblie. Et elle est en Amérique latine. Et là, on a des vrais leaders. On a parlé de Lula, on pourrait parler de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, qui est quand même... le Mexique, c'est un grand pays aujourd'hui. Et donc, en s'associant avec ces pays qui, par ailleurs, sont proches linguistiquement et historiquement de l'Espagne, eh bien, voilà, il essaie de faire une diplomatie socialiste internationale. Alors, vous parlez de l'Asie. Pascal Joannin, Pedro Sanchez s'est rendu en Chine pas plus tard que la semaine dernière. Est-ce que pour vous c'est un simple voyage diplomatique habituel pour un chef d'État ou c'est peut-être aussi la recherche d'un contrepoids du côté asiatique? Alors moi, j'aimerais, si vous voulez, il est allé en Chine la semaine dernière, mais quelques semaines auparavant, il y avait le chancelier allemand. Et donc, je ne vois pas très bien la force de l'Europe face à la Chine si on y va chacun de son côté pour défendre ses petits intérêts. Et que dans un pays qui veut être la puissance mondiale, hein, elle le dit en 2049 pour le 100e anniversaire de la RPC, on aurait tout intérêt à y aller en délégation plutôt de force. Parce que là, Xi Jinping y voit les uns et les autres. Voilà. Donc ça ne renforce pas l'Europe. Or, l'Europe, elle est dans un monde bousculé, elle est chahutée par les États-Unis en ce moment et son président. Et l'anti-Trumpisme, il ne se focalise pas que par Pedro Sanchez. Quand vous regardez ce qui se passe avec le Premier ministre britannique et le français qui font la coalition des volontaires sur l'Ukraine, qui font un certain nombre de choses sur les droits d'Ormuz, etc. On voit bien qu'il y a en effet une autre alternative. Lui, il joue trop en solo, Pedro Sanchez, si je me souviens. Il joue en solo, mais parce que je pense que, pourtant, le travailliste, Keir Starmer, il est travailliste, il vient de la gauche, hein, quand même. Donc, donc on voit mal en effet l'avenir de ce positionnement très à gauche, alors qu'il n'y a pas vraiment de gauche. Et si on veut avoir une force de l'Union anti-Trump ou protéger les intérêts de l'Union face aux États-Unis ou à la Chine, il faut y aller plutôt ensemble que chacun de son côté et faire son petit marché qui peut leur en effet après politiquement, intérieurement rapporter 2-3 trucs. Mais au niveau européen, il faut y aller ensemble parce que là c'est la vraie. Et en plus en matière commerciale, c'est là que l'Europe a un poids. Vous évoquiez la dimension commerciale et puis sur le plan intérieur, justement, il y a un élément dont se félicite, dont se targue Pedro Sanchez, c'est son bilan en matière économique, c'est la bonne santé de l'économie espagnole. Absolument, 2,8% de croissance l'année dernière, un déficit à 2,5% du PIB, c'est moins que l'Allemagne. Et pourtant, l'Espagne n'a pas voté de budget depuis 3 ans. Elle reconduit cette année celui de 2023, c'est la 3e fois d'affilée qu'elle le fait. En cause, l'absence de majorité de Pedro Sanchez au Congrès des députés. Il faudrait au Parti socialiste et son allié Sumar 176 sièges pour être majoritaires. Ils n'en ont
que 147 et n'ont pas réussi à convaincre les autres députés. Alors comment expliquer cette bonne forme de l'économie espagnole sans vote d'un nouveau budget? Eh bien, c'est notamment grâce aux aides de l'Union européenne. L'Espagne est l'un des principaux bénéficiaires du plan européen Next Generation EU, des fonds versés aux pays membres pour faire face à l'après-crise du Covid. Enveloppe totale pour l'Espagne, 163 milliards d'euros, dont près de 80 milliards en subventions directes, des fonds que Madrid a utilisés pour financer de grands projets, par exemple la transition énergétique avec la rénovation de 500 000 logements ou encore l'aide à l'achat de véhicules électriques, mais aussi pour attirer des fabricants de puces électroniques, pour moderniser le système de santé ou encore réformer le marché du travail. Mathieu Petithomme, pour vous, c'est une réussite économique réelle pour Pedro Sánchez ou bien c'est un trompe-l'œil? Alors oui, c'est une réussite réelle, mais il y a quand même des faiblesses structurelles au modèle économique espagnol. Donc si on compare avec les autres pays européens, en effet, il y a une croissance indéniable. Les années de la crise économique sont très loin derrière. Il y a un marché du travail qui est quand même assez dynamique. Mais l'Espagne a des faiblesses structurelles que sont notamment la dépendance au tourisme, des emplois assez précaires et assez peu payés, et un marché du travail, notamment dans tous les services, l'hôtellerie, les services, qui est très saisonnier. Donc il y a une problématique de bas salaire, etc. Mais au-delà de ça, voilà, on a un pays aussi qui va bien et qui peut être gouverné sans budget, pas simplement grâce à l'Union européenne, il y a aussi d'autres facteurs, notamment le fédéralisme, qui fait qu'en Espagne, par exemple, la santé et l'éducation sont gérés au niveau local. Donc en fait, il n'y a pas besoin de budget national. En fait, ça se fait localement et ça aide aussi pas mal. José Dorado, on vient de l'entendre, l'économie se porte plutôt bien et pourtant on n'a pas l'impression que ça ruisselle, pour utiliser un terme qu'on connaît bien ici en France, sur Pedro Sánchez, en tout cas sur sa popularité. Dans les derniers sondages, 35% seulement des Espagnols ont une opinion favorable contre 61% qui ont une opinion défavorable du chef du gouvernement espagnol. Et puis dans les 3 dernières élections régionales, eh bien, c'est le PP, le Parti populaire, donc la droite, qui est toujours devant le Parti socialiste que représente Pedro Sánchez. Comment vous l'expliquez ? En fait, il ne gagne pas une élection depuis 2023. Même les législatifs, il les a perdus puisqu'il a été deuxième derrière le Parti populaire. Après, c'est le système politique espagnol qui fait qu'on peut gouverner en coalition et donc gouverner même si on n'a pas gagné les élections. Il est impopulaire et il perd, quoi, en gros, les élections. Voilà. Donc il n'a pas gagné effectivement des élections. Et tous les sondages laissent penser que les prochaines élections, c'est dans quelques semaines, au mois de mai en Andalousie, ils vont encore les perdre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il tient aussi, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas aller aux élections parce qu'il sera obligé de quitter le gouvernement. Alors, sa politique économique est une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 22 millions de personnes qui cotisent à la sécurité sociale. C'est le plus haut chiffre depuis la démocratie en Espagne. Mais la réalité, c'est aussi qu'on a du mal à se loger en Espagne, qu'effectivement, on a des très bas salaires. Et puis, il y a une dégradation de la vie politique qui est profonde avec des coalitions, des gouvernements qui laissent à désirer pour beaucoup d'Espagnols, que ce soit avec les indépendantistes, nationalistes basques ou nationalistes catalans. Et ça, il le paye aujourd'hui, effectivement, dans tous les sondages. Pascal Johannin, il y a aussi dans la politique menée par Pedro Sánchez, il y a eu des vagues de régularisation assez massives de sans-papiers. Quels ont été les effets politiques et électoraux de ces décisions-là, de ces choix-là? Est-ce que ça a notamment, selon vous, contribué à faire monter l'extrême droite? On sait que le parti Vox progresse. Alors, sur les questions migratoires, l'extrême droite ou les partis de droite radicale sont vent debout contre la moindre régularisation d'un seul sans-papier. Alors imaginez 500 000 en Espagne, mais il fait la même politique que Madame Meloni. Madame Meloni, c'est tous les deux, la démographie est ainsi qu'en Espagne, en Italie, il n'y a pas suffisamment de ressources à l'intérieur, la population vieillit, notamment en Italie, et on a besoin, pour l'économie, de faire venir des gens pour pouvoir faire tourner l'économie. Donc c'est pas une immigration, j'allais dire choisie, c'est plutôt une immigration de travail. Dans la particularité de l'Espagne, c'est plutôt une immigration qui vient massivement d'Amérique latine, c'est-à-dire des gens qui parlent déjà espagnol. Il fallait être là depuis un certain temps, donc il y avait un certain nombre de conditions pour qu'en effet ils soient adaptables facilement. C'est pas des étrangers qui parlent pas la langue, pas la même culture, etc. Et donc
On a besoin... Alors, je sais bien que ça fait des cris d'orfraie chez certains, mais si on arrêtait du jour au lendemain toute immigration, il y aurait en effet un problème de faire fonctionner l'économie dans certains pays où, en effet, il n'y a pas assez de ressources en propre pour faire tourner la machine économique. Et Mathieu Petithomme, l'autre épine dans le pied de Pedro Sanchez, ce sont les affaires de corruption. Sa femme, son frère, des anciens collègues, on va dire, les ministres des Transports et autres. Tout ça, ça lui nuit concrètement, là? Alors oui, évidemment, quand il y a des affaires... Sa femme est mise en examen, elle est inculpée pour corruption. Oui, mais en fait, il y a un vrai débat. C'est-à-dire, il y a par exemple le ministre du Transport, bon, donc là, il y a une affaire de corruption, mais bon, il n'est pas vraiment mis en cause directement. Et après, la question sur sa femme, par exemple, ça rentre dans le débat sur le lawfare. Parce qu'on a aussi un cas à Valence, par exemple, avec une leader régionale, un parti compromis, Monica Oltra, qui a été mise en cause depuis des années parce que son mari a été mis en cause dans un scandale sexuel ou autre, et on l'atteint comme ça. Donc il y a tout un tas de cas, j'ai pas assez de temps pour décrire, mais en Espagne, si vous voulez, les partis politiques peuvent utiliser la justice pour en fait mettre en cause les dirigeants. On peut soi-même, une association peut entamer des plaintes. Et donc on a ce cas-là, donc là je ne sais pas ce qui se passera à la fin, mais si vous voulez, il y a quand même tout ça derrière, et donc ça, juste pour préciser, quand on dit il est affaibli, il y a l'économie, etc., regardez même, alors Castille et Léon, etc., c'était des régions historiquement de droite où ils perdent. Mais regardez les scores qu'ils font. 25%, 30%. Quel parti socialiste européen aujourd'hui fait, même quand il n'est pas bon, 25%. Donc Pedro Sanchez, c'est mieux que les autres, c'est moins pire que les autres. Voilà. Et puis aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il perd, il gagne. C'est-à-dire que pourquoi il gouverne aujourd'hui? Parce que n'oublions pas qu'il s'appuie sur les nationalistes basques et catalans, qui sont encore plus radicaux que lui sur ces questions-là. Et donc il y a aussi ça. Pour gouverner l'Espagne, il faut s'appuyer sur cette réalité régionale aussi, où on a des nationalités. Un mot sur les échéances nationales 2027, les prochaines initiatives, si elles n'ont pas lieu avant. Donc la prochaine échéance, c'est l'Andalousie. Et c'est vrai que la classe politique espagnole aujourd'hui, et notamment l'entourage de Pedro Sánchez, sa femme effectivement est inculpée, elle va s'asseoir devant un tribunal, elle est inculpée entre autres de corruption, et puis il y a son frère qui est aussi inculpé des fraudes fiscales, et puis il y a les deux bras droits au gouvernement et au Parti socialiste qui ont été nommés par lui et qui aujourd'hui sont aussi devant les électorats, en tout cas, quelle que soit la réalité ou pas des accusations sur le plan judiciaire, sur le plan politique, ça pèse. Ça pèse, et la réalité, c'est que dans tous les sondages, ils n'arrivent pas à décoller. Merci à tous les trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes.